Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et les rendez-vous de la Viso, c'est avec la section Viso à Vive. Et avec nous en studio aujourd'hui, Maya Termination. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, nous avons une invitée importante. Elle s'appelle Chloé Morin et je vous laisse la présenter. Oui, bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé, vous êtes analyste politique, directrice d'un cabinet de conseil et vous avez été conseillère auprès du Premier ministre entre 2012 et 2016. Alors vous avez publié plusieurs essais, dont le dernier, sorti en novembre 2025, s'intitule « Désaligné » avec un sous-titre ambitieux « Masculinisme, polarisation du débat, dissolution du commun, lâcheté du politique, comment le féminisme peut guérir les dérives de notre époque ». Tout un programme. Tout un programme. Alors Oui. avant de préparer cet entretien, j'ai eu envie de revoir un classique de la satire politique. Le film Quai d'Orsay, sorti en 2013. On y voit un jeune diplômé recruté comme plume au ministère des Affaires étrangères. Il est plongé dans un univers où la forme écrase le fond. Comme lui dit le ministre au début du film, « Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. » Et surtout cette réplique culte, « Tu vas leur trouver plein de choses à dire, comme ça ils n'auront plus à les faire. » Mais ça, Chloé, c'était avant l'avènement des plateformes qui, selon vous, bouleversent profondément nos institutions. Alors, dans votre livre, vous affirmez que la culture de l'immédiateté et du clash met en danger le débat démocratique. Vous écrivez que, je cite, « le désaccord et la dissidence disparaissent parce qu'ils deviennent invisibles dans l'économie visible ». Fin de citation. En clair, pas de buzz, pas d'impact. Et vous montrez que ce phénomène est porté par les plateformes, alors que 3/4 des 18-34 ans s'informent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, contre un 5e en 2013. Mais cet attrait pour la punchline, ce n'est pas totalement nouveau. Les journalistes cherchaient déjà le bon mot, le scoop. Alors, qu'est-ce qui fait que cette période est différente selon vous ? Alors c'est différent parce qu'en réalité, les plateformes amplifient tous les travers qu'avaient les médias avant. Elles amplifient l'accélération du temps. Donc aujourd'hui, un responsable politique, s'il communique pas 3 fois par jour, on a l'impression qu'il disparaît. Elles amplifient les punchlines, les positions clivantes. Et évidemment, avant, vous aviez ces petites phrases qui rythmaient les polémiques médiatiques sur les chaînes d'infos en continu. Et donc, vous aviez un ministre qui lâchait une phrase le matin à la radio et puis elle faisait le tour des médias toute la journée. Elle était commentée, recommentée. Donc, si vous voulez, les dérives étaient déjà présentes, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que sur les plateformes, ce qui est poussé comme contenu, ce sont exclusivement des choses simples à digérer pour le cerveau, des choses qui sont frappantes, marquantes, qui provoquent de l'émotion et qui provoquent des réactions. La réaction, c'est évidemment le like, le clic, le retweet, le partage, et ça n'est pas fait pour nous faire réfléchir. C'est ça le problème. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, une plateforme, ça n'est pas un média. Et souvent, on a tendance à confondre les deux. Mais une plateforme n'est pas là pour nous informer. Alors que les médias, évidemment, ils peuvent susciter la polémique, mais ils sont quand même encadrés par l'Arcom et puis animés par des journalistes qui suivent des règles de déontologie. Après, il y a des médias qui sont sur les plateformes. Moi, je sais pas, je suis France Inter, Le Monde, sur Instagram, donc parce qu'ils n'ont pas le choix. En réalité, le problème que nous avons, c'est que de plus en plus de Français s'informent d'abord à travers les réseaux sociaux. Aux États-Unis, c'est la première manière de s'informer. Donc, ça veut dire que plus de la moitié des Américains, quand ils veulent s'informer, ils passent par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plateforme choisit quel contenu médiatique vous voyez. Donc, en fait, l'éditorialiste, celui qui définit la ligne éditoriale, ça n'est plus le média, c'est la plateforme. Et donc, pour un média, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous produisez des émissions, des contenus, des articles, vous savez que certains ne vont pas circuler parce qu'ils ne seront pas poussés, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas émotionnels, parce que ce sont des sujets qui sont complexes, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas au cœur de l'actualité. Et donc, tout ça, en fait, c'est comme si ça allait disparaître, ça tombe dans un puits. En revanche, vous savez que si vous faites un éditorial très anglais autour d'une colère, une indignation, là, ça va être propulsé par Facebook, Instagram, TikTok. Et là, vous allez avoir beaucoup d'audience. Et qui dit beaucoup d'audience dit beaucoup de revenus. Et à partir du moment où les entreprises de médias
ont besoin de susciter du revenu pour avoir, pour avoir de la pub et pour avoir pour entretenir leur modèle économique, eh bien, vous avez une forme d'aliénation des médias. Et la liberté des journalistes, en fait, est entravée par les plateformes. Mais alors justement, est-ce que selon vous, Chloé Morin, il existe une façon constructive, responsable d'utiliser ces plateformes, ou bien est-ce que leur architecture telle que vous venez de nous la décrire pousse inévitablement au pire ? Alors, il faut être lucide sur ce qu'est une plateforme. Une plateforme, c'est un outil de divertissement. Oui. Donc, et ça n'est pas un média. Et donc, je pense que oui, on peut très bien. Je m'excuse, je vous interromps. Même quand c'est Le Monde ou Libé ou je sais pas, Le Figaro qui sont sur ces plateformes. Non, le problème, si vous voulez, c'est que évidemment, vous allez tomber sur un contenu du Monde sur Instagram. Très bien. Donc, vous savez que c'est Le Monde et vous savez que c'est une info vérifiée. D'accord. Le problème, c'est que au milieu entre deux articles du Monde et de Libération, vous allez aussi avoir d'autres contenus qui, eux, ne viennent pas de journalistes et peuvent venir d'influenceurs, etc. Donc, c'est un peu la jungle, les réseaux sociaux. Oui. Donc, évidemment que si vous êtes lucide là-dessus, vous pouvez passer du temps sur les réseaux sociaux et c'est sympa de regarder des vidéos de chatons. Le problème, c'est toujours pareil, c'est être lucide sur ce que font les plateformes. Elles ne sont pas là pour vous informer, elles sont là pour faire en sorte que vous passiez le plus de temps possible sur leur plateforme, parce que c'est ça qu'elles monétisent. Oui. C'est le fameux temps de cerveau disponible. Donc, plus vous allez rester sur une plateforme, plus elle pourra monétiser la publicité, etc., le temps que vous passez. Oui, ce qu'on dit, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit, en fait. En c'est business, ça, exactement. Donc, en étant lucide là-dessus, et en étant mesuré dans sa consommation, c'est-à-dire en ne s'informant pas exclusivement sur une plateforme, mais en continuant à aller regarder des sites et des quotidiens, écouter la radio, etc., il n'y a pas de problème. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est la surconsommation de ce type de contenu. Et ce que l'on voit aujourd'hui, notamment chez les jeunes, c'est que les jeunes non seulement ils s'informent exclusivement sur les plateformes, mais en plus, ils n'ont pas la lucidité de se dire que, par exemple, l'algorithme est là pour vous confirmer dans vos biais de vous conforter dans vos biais de confirmation. Donc, il ne va pas vous donner des contenus qui vous offensent intellectuellement, je veux dire, bien sûr. qui vous contredisent ou voilà. Or, la démocratie, c'est la pratique du contradictoire. Et cet apprentissage-là, vous ne le faites pas sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, ça pose un problème parce que les jeunes, après, ils ont, c'est comme, ils ont moins d'empathie, par exemple. Ils sont moins bien informés. Et donc, forcément, ça fait des citoyens qui sont plus désorientés. Oui. Mm-hmm. Alors, vous montrez dans votre essai les limites du personal branding. Alors, ce besoin, je cite, de se raconter en post, scénariser son mariage, ses vacances et pleurer ses morts en story. Fin de citation. Et vous expliquez que ce storytelling est encore plus difficile pour les femmes, en particulier en politique. Alors, pourquoi cette différence ? Qu'est-ce qui rend la mise en scène plus risquée pour une femme ? Alors, sur le personal branding, en fait, ce qui se passe, c'est que on était habitué à un monde où les stars se racontaient. Donc, elles donnaient des interviews, elles dévoilaient des morceaux de leur vie privée. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel on était habitué. Aujourd'hui, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça veut dire que chacun de nous, pour exister, doit s'auto-scénariser. Donc, vous racontez votre vie professionnelle sur LinkedIn. Sur Instagram, vous allez raconter vos vacances, poster des photos de vos enfants, etc. Et évidemment, c'est une fiction. C'est-à-dire que vous ne postez que les choses qui sont valorisées par la société. Donc, ça crée une sorte de... déjà, je voulais souligner que chez les jeunes filles, ça crée beaucoup de souffrance. Parce qu'en fait, les adolescents sont tous à un moment d'interrogation sur eux, de recherche de leur propre identité. Et donc, oui, quand de ils fragilité. Oui, c'est ça. Et quand ils ne voient autour d'eux que des ados qui ont l'air extrêmement bien dans leur peau, faire des activités incroyables, etc., forcément, ils sentent un décalage entre eux-mêmes et le reste du monde, et ils se sentent anormaux. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Pour les femmes politiques, en réalité, les normes, le regard social qui pèse sur elles est encore extrêmement misogyne. C'est-à-dire que certaines qualités qu'on va valoriser chez un homme politique, le fait par exemple d'avoir de l'ambition ou le fait d'avoir de l'autorité, chez une femme, on va dire qu'elle est trop ambitieuse ou qu'elle en veut trop et on va dire qu'elle est autoritaire. Quand un homme est drôle, un homme politique est drôle,
on va le valoriser, alors que quand une femme politique fait des blagues, on va dire qu'elle n'est pas sérieuse. Donc, il y a vraiment un deux poids, deux mesures encore que j'observe, moi, quand je rencontre des femmes politiques. C'est des choses que les unes et les autres m'ont racontées. Et toutes disent que c'est encore difficile d'être une femme en politique. Mais justement, vous y consacrez un chapitre entier. C'est vraiment très, très important. Il faut être féminine, mais pas trop, ferme, mais pas autoritaire. Et vous écrivez, il n'y a pas de safe space symbolique pour les femmes de pouvoir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais en fait, elles sont en risque. Si vous voulez, personne ne les empêche de parler. Mais quand elles dérapent, quand elles font une faute, elles sont beaucoup plus sanctionnées. Ah, et oui. je donne un exemple d'une ministre, qui n'est plus ministre aujourd'hui, mais qui l'était au moment de l'écriture, et qui, un jour, me dit « mais j'en peux plus, c'est quand même extrêmement dur, je suis fatiguée, enfin voilà, les attaques, et puis c'est harassant ». Et quelques jours plus tard, elle donne une interview, et dans l'interview, elle dit une phrase qui n'est pas une phrase fausse, mais qui est une phrase qui a été mal interprétée. Et tout de suite, sur les réseaux sociaux, elle s'en est pris plein la figure pendant 24 heures. Elle a dû rétropédaler, corriger, etc. Alors que factuellement, la phrase qu'elle avait dite n'était pas fausse. Et c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que c'est la sévérité du système où on présume que les femmes vont être incompétentes à un moment donné. Oui. Il y a une présomption d'incompétence. Et ça, toutes les femmes politiques... On les attend au tournant. Un peu. C'est ça, on les Ouais. attend au tournant. Dans votre essai, vous parlez notamment, je crois que c'est Valérie Pécresse, à un moment, elle avait été très critiquée sur le ton de sa voix, qui était un peu trop aigu. Dans un meeting. Voilà, ah oui, voilà, c'est ça, dans un meeting de campagne, il me semble. Moi, je me souviens de l'histoire de la robe de Cécile Duflot. Tout le monde avait parlé de la robe de Cécile Duflot à l'Assemblée. Alors que c'est vrai que finalement... le masculin, en fait, on commente pas beaucoup ni les costumes ni les attitudes. C'est un peu le Ni la couleur de la cravate. Oui, Non, c'est on le masculin commente pas. neutre Oui. en fait. Oui. Le masculin est neutre, on n'y fait pas Oui. attention. Et une femme, on se demande toujours, tiens, comment elle est. On commente leur comment- poids, on commente leur coiffure, on commente le timbre de leur voix. Et ça, c'est très vrai. Alors, pour le coup, ça s'applique aux hommes aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que ceux qui ont une voix grave ont plus d'autorité. Oui. Et les hommes qui ont une voix aiguë, pour le coup, vraiment ont un handicap par rapport à ça. Et les femmes, forcément, il y en a très peu qui ont une voix grave. Et donc, souvent, on commente juste leur voix. Bon, je vais me remettre à fumer des cigarettes. Très bien. Alors, notamment un peu dans ce cadre-là, autour de la place symbolique des femmes, vous posez finalement une question, c'est de savoir est-ce que la France est, je cite, un pays qui tolère une femme à condition qu'elle ait effacé à peu près tout ce qui pourrait rappeler qu'elle en est une. Donc, est-ce que pour vous, ça signifie qu'il y a un modèle implicite auquel les femmes politiques doivent se conformer ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, là, vous citiez la robe de Cécile Duflot. En fait, il ne faut pas de couleur, il faut être sérieuse, il ne faut pas rire, il ne faut pas pleurer non plus. Il faut être extrêmement Neutre. Oui. cadré, posé, ne jamais s'énerver parce que la colère chez une femme, c'est tout de suite sanctionné, on est tout de suite qualifié d'hystérique. Oui. Alors qu'un homme qui se met en colère en politique, ça Oui, pose pas c'est de la problème, c'est poigne, considéré. Oui. Voilà. Donc, vous avez des modèles de femmes politiques. Et c'est pour ça que vous voyez tant de femmes politiques qui sont juste habillées en noir ou en gris, hyper bien coiffées, etc. Pas un mot plus haut que l'autre parce que on ne leur pardonne pas de déborder du cadre. Et ça, c'est pour tous les pays pareil. Il y a beaucoup d'études qui montrent, c'est la même chose aux États-Unis, en Allemagne, etc. C'est vraiment juste parce que on est tellement habitué à ce que le pouvoir soit masculin. Ça qu'on rassure pense en fait. Oui, et qu'on pense que les codes masculins du pouvoir, que les femmes doivent se couler dans ces codes-là. Oui, et c'est aussi valable d'ailleurs dans le monde de l'entreprise en fait, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se fait pas du tout que les femmes aient des vêtements colorés, etc. Dans les cabinets d'avocats, elles sont toutes habillées blanc, noir, gris. Oui, et ce que vous dites, c'est que ça rassure. Mais alors, est-ce qu'il y a des contre-modèles que vous pourriez citer de femmes qui ont réussi à être des femmes puissantes ? Enfin, moi, j'en ai peut-être une en tête, par exemple. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de femmes puissantes qui ont réussi à avoir une féminité quand même, de ne pas se couler dans ce moule-là. Moi, je pense à Christine Lagarde parce qu'elle était passée dans le podcast de Léa Salamé sur les femmes puissantes. Et elle disait quand même qu'elle tenait à rester une forme de féminité. Pourtant, elle a un rôle économique et de pouvoir. Donc, c'est un positionnement difficile. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui essayent. Mhm. Yael Braun-Pivet essaye ça. Et souvent, on lui reproche la manière dont elle s'habille, etc. Mais
En Mais fait, qui lui reproche, en fait? Les gens sur les réseaux? C'est ça? Les gens sur les réseaux, essentiellement. Je pense que personne n'a le courage d'aller lui dire d'aller en face... lui dire, ce voilà. que- Mais je pense qu'à l'Assemblée... Enfin, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est quand même qu'elle prend des critiques, et notamment de ses collègues à l'Assemblée, qui sont quand même très, très rudes. Donc, il y a des femmes qui essayent vraiment. Anne Hidalgo est un autre exemple. Enfin, dans tous les partis... Valérie Pécresse, vous en avez parlé. Elles essayent, mais c'est un combat. Le meilleur exemple, c'est l'ex-premier ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, qui a essayé d'assumer à la fois la féminité, mais aussi la bienveillance, enfin, des caractéristiques qui sont moins associées au pouvoir. Mais elle-même a démissionné en disant c'est trop dur. Et donc c'est encore un combat en fait. Les codes du leadership sont en train de se transformer, mais il reste encore très masculin. Oui, alors vous parliez de la première ministre de la Nouvelle-Zélande et de la bienveillance et de son autre forme de leadership qu'elle essayait d'installer. Et en fait, dans votre essai, vous défendez l'empathie. Alors que c'est souvent perçu comme l'opposé de la performance ou de l'efficacité. Et ça, tant en politique que dans le monde de l'entreprise. Alors pourquoi, selon vous, il faut réhabiliter cette capacité à se mettre à la place de l'autre ? Moi, je suis assez frappée par le fait qu'aujourd'hui, il y a une guerre idéologique qui est menée à l'empathie. En gros, le meilleur résumé, c'est Elon Musk qui a dit la faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale, c'est l'empathie. Donc pour lui, clairement, oui, c'est la faiblesse, le fait qu'on soit capable de se mettre à la place de l'autre est un problème. Et bien sûr, parce que lui, il promeut une idéologie qui est brutale et qui est opposé au fait que l'on puisse tisser des liens entre communautés, et y compris, par exemple, envers les immigrés, puisque lui, il est contre l'immigration. Donc, l'empathie, dans ce cas-là, on comprend que dans son idéologie, ça soit une faiblesse. Ce que j'observe dans le monde politique, c'est que c'est un milieu qui est tellement dur, mais le monde médiatique aussi, qui est tellement dur que les gens se blindent. Et quand on se blinde, forcément, on n'a plus ce réflexe de s'ouvrir à l'autre et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Oui, Or, on se ferme en fait. On se ferme totalement. Or, pour faire société, on a besoin d'empathie. Et ce qui est assez frappant, c'est que les différents travaux qui ont été menés montrent que les réseaux sociaux réduisent notre empathie. En fait, l'empathie, c'est un muscle. Tout le monde est doté d'empathie, mais il faut la travailler. Et la meilleure manière de travailler l'empathie, en réalité, c'est lire. Et notamment lire de la fiction. Parce que lire un roman, ça vous permet de vivre d'autres vies que la vôtre. Et c'est comme ça que vous allez développer la capacité émotionnelle et intellectuelle qui vous permet d'aller vers quelqu'un d'autre, même s'il a un point de vue différent, et de vous dire, OK, et c'est ça la citoyenneté en fait, c'est de dire, OK, je sors un petit peu de moi-même et de mes intérêts individuels, et comment est-ce que j'arrive à cheminer vers quelque chose qui ressemble à l'intérêt général ? Oui, en fait, sans empathie, il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas d'impôt. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est chacun pour soi. Mais d'un autre côté, moi, quand j'écoute aussi les milieux un peu plus jeunes, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais il y a aussi une surempathie, enfin, je ne sais pas si on peut parler de surempathie, mais avec tout ce qui est les luttes intersectionnelles de moi, mon petit problème, il est quand même machin, je suis quand même dans une situation aux confluences des discriminations. Il y a quand même aussi un surinvestissement de ce côté-là autour de l'empathie. Oui, c'est le sentiment. En fait, c'est l'excès inverse, en quelque sorte. C'est le fait qu'il ne faudrait offenser personne. En démocratie, la liberté d'expression, c'est extrêmement important, dès lors qu'on respecte le cadre de la loi. Et donc, on doit pouvoir apprendre, mais c'est un apprentissage, à se confronter à des idées qui peuvent nous choquer. Oui, la notion de safe space, par exemple, c'est contraire à l'ouverture aux autres, en fait. Oui, c'est ça, c'est nous, le repli. Donc, évidemment que les gens recherchent plutôt le confort d'une communauté, mais la démocratie, c'est s'ouvrir à d'autres communautés. Et donc oui, il y a ce problème-là qui est de dire, OK, il faut avoir de l'empathie, mais il faut aussi être capable de considérer que chacun peut avoir une opinion et que la démocratie, c'est échanger des arguments et que pour autant, il faut pas s'offenser à la moindre chose, quoi. Moi, j'ai une sous-question. Est-ce que le manque d'empathie, selon vous, dont les victimes israéliennes, le 7 octobre particulièrement, les femmes ont fait l'objet très vite dans les jours qui ont suivi
et ça continue dans de nombreux milieux féministes. Nora Bussini, pour ne pas la citer, en parle très bien. Est-ce que ça peut être lié à la problématique que vous développez ? C'est lié à une idéologie qui, pour le coup, j'ai traité ça dans un livre il y a 2 ans, une idéologie qui est une idéologie woke, qui en gros, on considère que le monde se divise entre les dominants et les dominés. D'accord. Et que les juifs font partie des dominants. Et donc ils ne peuvent jamais être victimes. D'accord. Et donc, ils sont toujours considérés comme faisant partie des bourreaux, entre guillemets. Et donc, lorsqu'ils sont victimes, dans le cas que vous citez, l'empathie disparaît. ça ne rentre pas dans les cases prévues. Et donc, d'un seul coup, c'est un impensé, en fait. D'accord. Et donc, ça, c'est précisément un... Mais c'est même pas un manque d'empathie. Pour le coup, c'est vraiment une grille de lecture idéologique manichéenne qui est adoptée par l'extrême gauche et qui a plutôt du succès chez les jeunes, notamment. Bien sûr. Alors moi, j'ai aussi une autre sous-question sur l'empathie, c'est que, en fait, votre essai il est construit sur l'idée qu'il y a pas mal de principes féministes qui, finalement, vont venir au secours de tous ces écueils que vous décrivez. Mais dans le féminisme, il y a aussi la notion de safe space qui s'est beaucoup développée, les non-mixités, etc. Alors du coup, est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ou au moins une partie du féminisme qui ne rentre pas forcément dans cette logique d'ouverture ? Pour le coup, il y a plusieurs féminismes. Et moi, je défends un féminisme universaliste. Donc, la logique du tri n'en fait pas partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un chapitre entier consacré au fait qu'il ne faut pas bannir les hommes, même les hommes fautifs, à vie. Parce que la logique du bannissement, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est... Et de la censure aussi, c'est quelque chose qui est très porté par les idéologies woke et les féministes radicales. On ne fait pas société en promettant aux gens, même ceux qui ont commis des fautes, dès lors qu'ils ont purgé leur peine, évidemment, on ne peut pas faire société en leur promettant de les annuler, en quelque sorte. Donc oui, il y a différentes tendances de féminisme. Et clairement, j'appartiens à un féminisme universaliste. Ça va être le mot de la fin. En tous les cas, bienvenue quand vous le souhaitez, Chloé Morin, sur Radio J. Merci beaucoup, Maya Termination. Rien à annoncer au niveau de la Viso pour l'instant ? Non, pour l'instant, pas. Bientôt, il y aura d'autres événements au printemps, mais pour l'instant, rien à annoncer. Voilà. Eh bien, de toute façon, on peut aller sur le site, bien sûr, de la Viso, WIZO. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et bien sûr, à très vite, Maya, sur Radio J. Au revoir. Merci, Au revoir, Chloé. merci beaucoup.